Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, pour le vidéo rendia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, comme à tous les samedis, voici, en première diffusion, samedi le 1er juin 2024, le vidéo rendia numéro 22. Devant ce très beau bâtiment, recherché par les friands de chocolat, je reçois aujourd'hui monsieur Guillaume Sabourin, un spectateur qui a des commentaires à passer sur la fameuse crise de Bernard de Montréal qu'on a entendue la semaine dernière. Eh oui, Geneviève m'a invité à venir filmer ici en disant « C'est trop merveilleux, il y a de la neige partout, dans les fleurs. » Ben oui, c'était autre chose que de la neige. Les plates-bandes sont devenues blanches. Pourtant, il y a des belles fleurs de printemps. Nous étions à la Cabosse d'Or, la chocolaterie de Otterburn Park. Bien, ça tombe de cet arbre, un peuplier qui laisse partir des pollens qui ressemblent à des gros flocons de neige. Et comme dans l'univers, tout est fractal. Puis on retrouve aux mêmes endroits que la neige à l'automne, aux premières neiges, des amoncellements de pollen. Bonne émission. Le président qui s'appelle Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut, Richard, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, puis toi aussi? Oui, excellent. Et t'es pas un gars qui me suit depuis 48 ans, là. Ça fait combien de temps que tu regardes des ésotérismes expérimentaux à travers YouTube? 3 ans à peu près. OK. Puis tu es tombé sur ça comment? En écoutant des Bernard de Montréal depuis au moins 5 ans, j'ai vu des vidéos sur YouTube. J'ai tombé sur des vidéos que vous aviez faites sur Orandia. Mm-hmm. Fait que j'ai tombé sur quelques émissions d'ésotérisme expérimental, puis j'en écoute depuis au moins 3 ans, encore aujourd'hui. OK. Parmi les invités que tu as vus, c'est surtout Bernard de Montréal qui t'a marqué? Oui. Ouais, Bernard de Montréal, le personnage pour moi, à mon sens, qui a peut-être eu la plus haute vibration que j'ai écoutée. Bon, tu connais déjà un peu de langage, là, j'aime ça, tu sais de quoi tu parles, puis... Oui, ben, au fil des écoutes, j'ai développé un peu ce langage-là aussi. Là. Oui. Ce bagage-là aussi. Je connais aussi, c'est sûr, Daniel Ménard, Charles Sabourin. Ben, ton nom de famille, c'est Sabourin, si je ne me trompe pas. Tu t'appelles Guillaume Sabourin. Exactement. Et non, avec Charles Sabourin? Mais je suis pas familier avec Charles, non. Ah bon, OK. Tout aurait été possible, hein? Tout aurait été possible, mais non, malheureusement. Pour les gens qui ne savent pas, Charles Sabourin, il parle un peu à la manière de Bernard de Montréal, de supramental aussi. Oui, beaucoup plus dans le sens technique, mécanique, énergétique, mais oui, le langage est pareil. Oui. Les gens se demandent où est-ce que je suis placé. Je vous le dis, c'est dans la régie. La régie, c'est l'endroit où on gère là, le son, l'image. J'ai 2 écrans devant moi. Il y a celle où on se filme, puis il y a celle qui est à côté de moi qui va me permettre d'aller chercher des extraits de Bernard de Montréal au hasard, ou presque. Question d'en discuter ensemble et puis d'amener aussi d'autres informations à travers ce dont on va parler. Donc, on est dans la première semaine du mois de juin 2024. Alors, si je vous montre ce qui est sur l'écran qui est à côté de moi, ça, c'est des émissions qu'on fait toutes les semaines. La semaine dernière, c'était justement avec Michel Labrèche, Bernard de Montréal, qui a fait sa crise. T'as dû être surpris, hein? T'as dû être surpris de l'entendre crier, hein, parce qu'en fait... Mon dos, oui. Oui, ça c'est sûr que sur le coup, c'était comme « Wow! » Tout un choc, mais ça vibrait. Bon, ben on écoute-tu juste un petit bout de sa crise, puis j'arrêterai à un moment donné. S'il y a quelque chose que tu veux intervenir, tu me fais signe comme ça, je vais l'arrêter tout de suite, puis je viendrai t'écouter si tu as quelque chose à dire. On écoute un peu la crise de Bernard de Montréal, juste question de se remémorer
c'était unique. On n'avait jamais été aussi loin dans la présentation de ce que disait Bernard à sa façon à lui, là. C'était vraiment spécial. Et l'essence de son message, c'était qu'un homme qui veut avoir des informations avec les plans invisibles a l'autorité, le devoir et la faculté de demander des questions pour avoir des réponses claires et précises. J'aurai jamais de bon à dire ou de bien à dire en ce qui concerne les plans parallèles ou les civilisations parallèles. Et la raison est très simple. Parce que le mensonge cosmique fait partie de la retenue de l'information. Et quand un homme est retenu dans l'information, quand un homme ne peut pas avoir une réponse claire et nette, il y a des raisons. Il y a toujours des raisons. Il y a toujours des bonnes raisons. Mais l'homme, lui, en tant qu'individu, doit poursuivre sa lutte pour en arriver un jour à faire éclater le mystère de la conscience. Et l'homme fera éclater le mystère de la conscience. Quand le mystère de la conscience sur la Terre sera éclaté, il y aura des hommes sur la Terre qui pourront sortir de leur corps, aller et voyager sur le plan éthérique de la Terre, rentrer dans les corridors éthériques de la Terre, rentrer en contact avec les anciens dépositoires de la connaissance cosmique sur la Terre, qui sont dans ces corridors-là. L'homme pourra même s'investir du droit d'empêcher certaines civilisations de visiter la Terre si ces civilisations-là ne sont pas capables de s'adonner, de respecter les conditions évolutives d'une humanité qui ne connaît pas le mystère, mais qui, en elle, sur le plan psychique de l'âme, sur le plan psychique de l'âme collective, représente la lumière cosmique sur une planète perdue. Oui, je l'ai arrêté, là. OK. Je ne sais pas si tu as un commentaire à passer sur ce qu'on vient d'entendre, mais c'est... Ben, de ça, je comprends de ce que Bernard a dit, oui. C'est que pour arracher le voile du mensonge cosmique, par moment, faut... c'est avec la colère, à force de volonté, de la colère, de faire descendre cette colère-là pour arracher la vérité, pour aller chercher la réalité des informations via des plans de lumière. Mais c'est ça, fait que c'est à force de colère, à force de se faire niaiser par les plans en haut. Parce que oui, les plans de lumière peuvent nous indiquer le chemin, mais en même temps, ils nous disent pas tout. Ils nous cachent beaucoup d'informations parce que c'est nécessaire. Si tous les humains auraient l'information d'un coup, ça pourrait être... ça ne serait pas rendre service à l'humanité. Est-ce que tu dirais pas que les plans de la lumière, qui sont supérieurs à l'être humain, pris dans la matière, l'espace-temps et tout... Oui, ben oui, ça c'est sûr. Pourquoi ils nous niaiseraient? Sont supérieurs dans le sens qu'ils voient la game sur la Terre. Pourquoi ils niaiseraient, comme tu dis, comme Bernard dit d'ailleurs? Ben, c'est parce qu'eux autres, qui ont une façon de voir l'évolution pour l'humanité. Nous autres, on a une façon... Nous autres, on veut se sortir de l'évolution, tandis qu'eux autres, je pense qu'ils voient vraiment à long terme comment l'humanité peut s'en sortir, mais de façon plus, je dirais, plus à long terme, si on veut. Plus une vision à long terme, si on veut. Oui, nous autres, on est pressés. Exact. Ben, c'est normal. Puis c'est là la polarité. Je sais pas si tu vois, Richard, la polarité là-dessus, c'est nous, on veut se presser à évoluer, mais eux, vu qu'ils nous voient l'humanité vouloir évoluer rapidement, mais eux autres, ils veulent nous freiner justement pour qu'on traverse justement ces phases de crise-là. Fait que c'est tout à fait normal que les plans de la lumière jouent avec nous. Mais à un moment donné, c'est justement quand ça fait que quand c'est assez, ben c'est assez. Puis moi aussi, j'ai eu des crises justement au cours des 5 dernières années pour du niaisage astral aussi, si on veut, mais que... Est-ce que l'astral fait partie des plans de la lumière?
l'astral ne fait pas partie des plans de la lumière, mais je dirais que l'astral est la marionnette des plans de la lumière, je te dirais. Oui, c'est ça. Alors, moi, je comprends pas que Bernard sacre contre les plans de la lumière. Oui. Hey, attends une minute, là. C'est des plans de la lumière. Ceux qui t'apportent la lumière, la vérité, la liberté, la paix, l'amour, et tu sacres contre ça. Ouais, mais c'est parce que, comment je pourrais dire ça? Eux, les plans de la lumière, ils veulent, oui, t'apporter la paix, ils veulent t'apporter la vérité, mais en même temps, ils te testent, voir la force que tu as en dedans de toi, entre chaque être humain. Puis ils utilisent l'astral quand c'est nécessaire. Ils utilisent des forces de l'astral, mais ils n'ont pas nécessairement tout le temps besoin de l'utiliser, mais par moment, quand un ego se sent fort, se sent peut-être au-dessus de ses affaires, je pense que c'est là que les plans de la lumière utilisent l'astral pour ramener l'ego à l'ordre. Je vais te dire, moi, je me demande un peu, des fois, si Bernard ne travaille pas de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il essaie de nous faire réaliser que il y a des entraves dans l'évolution. On est dans l'involution. Oui. Et les entraves proviendraient même des forces des plans de la lumière. Ce qui me semble un non-sens. Et c'est plutôt à cause des forces des ténèbres qu'on a des entraves. Oui. Et surtout qu'on a chuté au départ au moment où on a quitté le monde spirituel pour entrer dans la matière. Oui. Et que là, on est comme privé. Et le fait qu'on est privé, c'est pas à cause des plans de la lumière qu'on est privé. Les plans de la lumière attendent juste qu'on réussisse à les rejoindre. Ouais. On développe par soi-même et rapidement avec le temps de l'évolution. On ne tire pas sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Oh non, non. En parlant de plantes, tiens, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Vous l'avez reconnu, ben oui. C'est la rose du Petit Prince qui m'a été donnée en cadeau à Noël dernier. Et le Petit Prince qui s'occupait de sa rose, il la mettait même dans un globe de verre pour pas qu'elle se fasse manger par des chenilles ou des animaux. Et il disait, c'est le temps que j'ai mis pour ma rose qui rend ma rose si importante. Puis on sait que rose, R-O-S-E, ça veut dire la même chose que oser. O-S-O-R. Et oser, c'est un des principes dans l'ésotérisme. Il faut oser, puis il faut oser chercher, il faut oser affronter de l'adversité. Et dans le texte qu'on entend de Bernard de Montréal, qui est en colère, je vais en profiter parce que quand on a été investi de cette mission, tous les deux, lui puis moi, de travailler à la télévision, en conférence sur des salles de théâtre, ou autrement, comme Bernard, lui, le faisait en séminaire, puis moi, ben, j'ai continué avec la télévision, c'était pour instruire la population au Québec, et en langue française expressément. Et ce qui s'est présenté à nous, c'est un personnage un peu comme un Darth Vader qui est arrivé au bout de la table. Et il nous a présenté un jeu comme un jeu d'échecs. Puis un jeu d'échecs, tout le monde le sait, il y a des pièces noires puis des pièces blanches. Mm-hmm. Et vous me dites ce que qui prend quoi? Qui va prendre les blancs, qui va prendre les noirs? Moi, j'ai dit, je prends les blancs. Tout de suite, j'ai pas entendu. Et Bernard Diori, puis il dit, ben, c'est ça. Moi, je vais prendre les noirs. Ben, il était habillé en noir, puis moi, j'étais habillé en blanc. Et ceux qui jouent aux échecs savent que celui qui a les blancs, c'est lui qui commence le jeu. Ça lui donne un certain avantage. Mais ça donne aussi une faiblesse parce qu'on voit déjà sa façon de jouer. En 3 coups, 4 coups, on sait déjà à quel niveau qu'il est. La façon dont il déplace ses premières pièces. Puis là, ben, tu sais à qui t'as affaire en partant. C'est lui qui dévoile son jeu, c'est lui qui joue le premier. Il n'y a pas de surprise dans ça. Alors, c'est pour ça, Guillaume, je me demandais si j'ai le droit de penser que Bernard, des fois, il semble pas travailler dans le même sens. Il a l'air de travailler pour nous brouiller les pistes. Peut-être. Honnêtement, je pourrais pas trop dire avec certitude. Ben, c'est sûr qu'il brasse les plans de la lumière. Mais en même temps, comme Bernard disait souvent, pour avoir de la lumière, ça prend de l'ombre aussi. Fait que j'ai l'impression que les deux vont de pair un peu, même si on peut voir le mal, les forces de ténèbres de façon négative. Oui. Moi, les forces négatives, je les vois, oui, comme un mal qui terrasse le monde et l'humanité.
mais en même temps, sans ombre, il y aurait jamais de lumière. C'est-à-dire que c'est le contraire. La lumière est la source. C'est pour ça, c'est ça, le raisonnement de Bernard. On va continuer à l'écouter parce que il va se caler de plus en plus. C'est précieux, là, ce qu'on a à se dire ensemble, puis ce qu'on se dit là, c'est pas une affaire que tout le monde va comprendre parce que je vois que tu suis ça de proche. OK, on écoute la suite. Parfait. Oui, hein? Ben, t'as déjà entendu parler de ça, des cassettes? Tu connais ça? Oui, ben oui. Des VHS ou... oui, c'est ça. Ben là, on parle pas des mêmes, là. Oui, c'est pas VHS, non, c'était des cassettes audio. Ah, des cassettes audio, OK, oui. Tu sais ce que c'est, hein? Ben, oui, exactement. Pas de la main, là, mais j'en ai ailleurs, là. Bon, OK. Fait qu'on continue à l'écouter, écoutez bien attentivement pour réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche. On l'écoute. Pensez-vous que je suis en crise pour rien pendant 25 ans? Pensez-vous que c'est normal pour un homme d'être en crise depuis 25 ans? D'être en colère depuis 25 ans? La seule raison que je suis en colère, c'est parce qu'au niveau de ma propre expérience, au niveau de mon contact avec l'occulte, au niveau de mon contact avec les plans, au niveau de ma télépathie avec les plans, je suis encore en lutte pour forcer les plans à s'ouvrir à l'âme, pour que finalement les âmes en arrivent un jour à faire une correction en ce qui concerne la civilisation terrestre. Si vous allez prendre le temps de contrôle un jour, l'homme va le prendre le contrôle un jour. Si je vous parle, vous allez vous accrocher à ce que je vous dis. Parce que quand je crie, puis je vous mets en vibration, vous sortez de la crise de terre, puis vous ne vous rappelez plus de rien ce que j'ai dit. C'est pas la connaissance, puis la communication à partir des plans parallèles qui va vous rendre libre. C'est votre capacité en tant qu'individu de reconnaître les trappes, reconnaître les illusions, continuer à reconnaître les illusions jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Quand il n'y en aura plus d'illusions, vous seul vous le saurez. À ce moment-là, vous serez libre. Il y a des choses que vous devez arriver à conclure par vous-même. Vous ne pouvez pas indéfiniment vous référer à un ou à l'autre. Vous devez en arriver à conclure par vous-même. Vous devez en arriver à tester vous-même votre niveau de conscience. Je l'ai arrêté encore. Parfait. OK. Je sais pas si ça commence à apparaître. Là, il nous dit, finalement, c'est plus les plans de la lumière qui sont coupables, là, c'est l'être humain qu'il faut qu'il se débrouille puis qu'il en sorte des ténèbres par lui-même. Ouais. Ça, c'est convenable. Mais il faut pas accuser les plans de la lumière qui nous font un mensonge cosmique. Non. On est piégé par quelque chose qui nous ment. Mais c'est pas les plans de la lumière qui jouent du mensonge, de l'hypocrisie, de la manipulation. C'est clair avec les plans de la lumière. C'est toujours très, très clair. Alors que l'autre, il présente des choses, puis il présente pas toutes, puis il s'arrange pour que l'être humain tombe dans des pièges. Puis l'être humain, il faut qu'il en sorte. Mais il faut qu'il sorte de quoi? Il faut qu'il sorte de l'emprise des forces des ténèbres. Puis il faut pas que ça soit en accusant les plans de la lumière. C'est que les plans de la lumière, eux, ils vont toujours agir en équilibre avec les événements. Si les forces des ténèbres balancent trop fort d'un côté, ils pèsent trop, les plans de la lumière ont le droit d'intervenir pour rétablir l'équilibre. Ouais. L'harmonie, c'est dans l'équilibre. Ben, c'est exactement ce que je voulais dire un peu tantôt aussi. Ben oui, hein, c'est ça. En gros, ce que je voulais dire tantôt, je dis pas que les plans de la lumière sont mauvais. C'est pas ça que je dis du tout. C'est juste qu'ils utilisent la polarité positive et négative selon l'équilibre de l'humanité, peu importe ce qui arrive. Tu sais, s'il arrive beaucoup de bien, mais que rien ne se passe, puis que les égos commencent à se laisser aller, puis s'enrichir, puis devenir égoïste et tout, ben là, boum, l'énergie négative arrive. Fait que c'est bon. C'est dans ce sens-là que je veux dire que les plans de la lumière vont agir selon oui, c'est ça. Mais les plans de la lumière sont là pour nous aider à nous en sortir par nous-mêmes. Oui.
OK. Mais faut pas oublier que Bernard a été justement initié. Fait que j'ai comme l'impression, ça c'est mon ce que je vois, ce que ça me dit intérieurement dans mon fond, c'est que je pense qu'il vivait une grande bataille entre les ténèbres et la lumière. Puis probablement que dans certaines phases de sa vie, à ses débuts, ça devait être tellement terrible que les forces de l'ombre ils ont souvent réussi à le reprendre, mais il a dû combattre le mal par des crises, par de la colère et tout. Fait que moi, ce que je vois, c'est qu'il était peut-être entre les deux eaux, si on veut, mais que probablement que ça n'a pas été évident à combattre. Bon, ben écoute, on se parle, tous les deux. Il n'y a personne qui nous écoute, là. Oui. Et il faut que je te dise des choses concernant l'initiation de Bernard. On sait que Bernard est allé à Albuquerque, aux États-Unis, dans une base souterraine. On sait qu'il est allé au Mexique, dans des centres de rituels mayas, aztèques, et je pense pas qu'il a frayé avec des plans de la lumière. Je pense que ça a été des occasions où il a pénétré les forces de l'ombre, et il y avait deux Bernard. Il y avait le Bernard qui porte un autre nom, qui est son nom réel biologique, état civil, sur son passeport, sur ses papiers officiels, c'est pas Bernard de Montréal. Mais ce gars-là, qui a pris le nom de Bernard de Montréal, que moi-même j'ai baptisé Bernard de Montréal, parce qu'à Radio-Canada, ils avaient Bernard de Rome, qui lisait une nouvelle le soir. Fait que nous autres, on s'est dit, tant qu'avoir un Bernard de Rome, on va avoir un Bernard de Montréal avec nous autres. Et lui, il avait choisi le prénom Bernard, puis moi, j'ai rajouté de Montréal, tant qu'à faire. Et il a accepté tout de suite. On riait tous les deux de ça. Alors, on a mis, la première fois qu'il a fait une entrevue avec moi, c'était en noir et blanc, puis on avait mis le nom en bas, Bernard de Montréal. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Oui, tu l'as vu? C'était la première entrevue qu'il faisait, là. Puis on savait même pas où on s'en allait, puis comment ça tournerait, tout ça. Ça en noir et blanc, puis il y avait les cheveux longs en arrière, oui. Oui, c'est ça. Mais l'initiation de Bernard, ça regarde Bernard. Oui. Bon. Mais là, je tiens à le préciser. Sa femme, Pierrette, elle a été proche des deux Bernard. Du Bernard humain, père de famille avec sa petite fille, Christine, puis il vivait une vie de couple harassante. Parce que Bernard était souvent manipulé par les forces qu'il contrôlait pas mal. Et des affaires, à un moment donné, hey, on s'en va à New York, 3 heures du matin, 4 heures du matin, bang. Il faisait des choses, et pauvre Pierrette, et pauvre sa petite fille, de suivre. Puis elle le comprenait. Tu sais, je veux dire, ça aurait pu être un couple qui aurait pu tourner bien, bien mal par le fait que c'était impossible de compétitionner. Même les deux femmes, Pierrette et sa fille, auraient bien voulu avoir un homme un peu plus ordinaire. De temps en temps, il en bénéficiait, Bernard. Il y avait beaucoup de monde qui le respectait, le fréquentait et tout ça. Il manquait pas d'essentiel, définitivement pas. Pas du tout, même. Ils ont monté dans la société de haut niveau. Ils ont fait des contacts avec des gens très, très importants, très bien. Et il y avait un côté intéressant. Comme on le dirait aujourd'hui, des gens qui vont à Davos puis qui rencontrent Klaus Schwab et compagnie, ils font partie d'un monde select, une élite de société. Mais cette élite de société n'est pas l'envie de tout le monde. C'est pas tout le monde qui voudrait être à leur place, puis il y en a qui aimeraient ça parce que ça paraît bien, puis ils ont beaucoup d'argent qui roule, puis tout ça, oui, mais tu as aussi beaucoup de responsabilités. Et je pense que ce qui a entraîné Bernard dans le cancer, puis il en est mort, ça a été le combat entre les deux Bernard. Et moi, je voudrais pas que mon public tombe dans le piège du Bernard de l'ombre. Et qu'ils comprennent le Bernard humain. Et le Bernard humain, les deux femmes l'ont bien connu. Et puis, il en avait pitié. Alors, comprenez bien que la crise qui fait Bernard, là, c'est quasiment comme je l'ai déjà rencontré dans d'autres circonstances que personne ne connaît.
parce qu'on était tous les deux tout seuls. Et Bernard était comme au fond d'un puits qui criait au désespoir. Sortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici, sortez-moi de là. OK. On continue à l'écouter jusqu'à la fin. Il va donner de l'information pour qu'on comprenne bien le sens de notre rencontre aujourd'hui. C'est bon. Je ne pensais pas qu'on irait directement droit au but, mais on y va. On continue. D'accord? Parfait. Pour pouvoir ensuite mesurer la validité des connaissances. Mais si vous n'en arrivez pas à vous greffer à votre propre lumière, à développer cette centricité extraordinaire que l'homme nouveau possédera, qui fera partie de l'élimination des forces de la mémoire sur sa conscience universelle, vous n'aurez jamais d'identité, vous serez toujours à la recherche de quelque chose de neuf. Vous serez toujours à la recherche de gourous, d'écoles, d'idées, de théories, et un jour, à cause des lois de probabilité, vous vous ferez prendre du clé de terre. Pensez-vous que c'est normal qu'une civilisation humaine qui est passée par des hauts cycles comme les Égyptiens, les Grecs, les Romains, la Renaissance, aujourd'hui, soit dans une situation tellement astralisée qu'on est rendu à un point où la Terre aujourd'hui se meurt. Elle est matériellement polluée et elle est psychiquement polluée. Il y a seulement une chose qui compte, c'est votre vie à vous autres. Pas la vie du gars à côté de vous autres, votre vie à vous autres. Votre individualité. Ça veut dire quoi, votre individualité? C'est votre forteresse. Votre individualité, c'est votre seule forteresse. Vous n'en avez pas d'autre. À partir du moment où cette forteresse-là s'affaiblit, à partir du moment où les murs de cette forteresse-là tremblent sous la pression d'influence extérieure, vous êtes des êtres qui, dans un temps ou dans un autre, se feront astraliser. C'est facile de se faire astraliser. Et tabarnak, le jour où vous allez venir en contact avec les forces de vie qui vont vous tester, c'est là qu'on va voir si vous êtes astralisable, c'est là qu'on va voir si vous avez réellement de l'identité, c'est là qu'on va voir si réellement l'homme il est fait de lumière ou de matière grise. Quand est-ce que c'est que l'être humain va être testé? De quelle façon tu penses que l'être humain va être testé? Ça va être par différentes situations. Comme il dit, là, qu'on veut tester, voir si t'es astralisé. Ben, c'est dans tes pensées, surtout, que ce soit des pensées excessives au niveau positif ou excessives au niveau négatif. Ça peut être dans n'importe quoi, dans le fond. Ça peut être, mettons, exemple, je sais pas, moi, tu veux acheter telle affaire ou tu veux tel objet, puis la pensée te pousse dans ta tête à vouloir l'acheter. C'est pas pire, mais oui, c'est bon, ça. Écoute, quand t'es forcé de faire quelque chose, que ton fort intérieur, ta voix intérieure, ton double, ta communication avec le psychique te dit, touche pas à ça, prends pas ça. C'est ça. Puis que là, exact. Tu te dis, écoute un peu, là, je regarde, tout le monde le prend. Tout le monde le fait, là. Ben, fais-le donc, tu sais. Exact. Là, tu rentres dans le troupeau, puis tu te fais embarquer. T'étais rendu là. Quand tu suis la masse, pour moi, c'est un signe d'astralisation. Puis quand tu sors de la masse ou que tu es capable de voir clair en dehors de la masse, pour moi, c'est là que ça commence à s'illuminer. C'est quand tu es capable de prendre une décision, mais de ton fond intérieur à toi-même. Maintenant, l'idée d'être individualisé, il insiste beaucoup sur ce qui est important, c'est toi, ton individu, l'individualité de l'être, chacun pour soi. C'est chacun pour soi, c'est pas tous pour un. C'est chacun pour soi.
Je le vois différemment, Richard. Moi, Oui. ce que je comprends de ce que Bernard veut dire, c'est pas nécessairement d'avoir une société d'individualisation au niveau des individus, c'est dans le mental seulement. Pour créer une société de gens qui puissent bénéficier de l'intelligence de chacun, puis pouvoir créer une société harmonieuse. L'harmonie, c'est quand tout le monde se respecte dans leur intelligence. Puis ceux qui se respectent, qui savent l'intelligence du prochain, ben vont le voir. Ouais, c'est comme ça, je le vois un peu. Oui, j'aime bien. Tu te défends bien, tu as des bons arguments, des bonnes idées. Alors, on va écouter la fin, ça doit achever. Là. Je sais qu'il va descendre et ça va remonter. Parfait. OK. Oui. Alors, on retourne voir Bernard de Montréal dans sa crise de l'émission de la semaine dernière qui a frappé beaucoup de monde. Ça les a troublés beaucoup. Alors, on continue. Je suis tanné de la l'hypocrisie humaine à tous les niveaux. Les religions, le shintoïsme, l'hindouisme, toute la crise de barbarisme évolutif, j'en vomis. Sans parler de toute la crise de brouhaha qui est en dehors de la conscience, qui fait partie des mœurs, qui fait partie de la périphérie, de ce qui est essentiel pour l'homme, qui est son seul réconfort, sa seule source, c'est sa lumière. Il n'y a pas d'autre chose que votre crise de lumière. Votre lumière, c'est votre conscience. Vos hosties de connaissances, tout ce qui est écrit dans les livres, c'est simplement pour vous donner une idée de ce que vous comprenez pas. Parce que plus que j'haïs, plus que je passe dans le plan mental, plus que je le sors, je le fais sortir le Christ de Dieu qui nous a gardés pendant l'évolution, puis qui a fait de nous autres des hosties d'esclaves de calice. Je suis allé voir du monde qui se suicide parce qu'il y a un calice de con qui s'est fait astraliser malgré lui-même. C'est même pas de sa faute. Au moins, c'est à leur faute. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça prend qu'il faut qu'il y ait un initié qui s'incarne dans la crise de matière pour refaire le contact avec les classes systémiques, pour ensuite commencer à dégueuler sur l'organisation occulte des mondes parallèles? Parce que si ça passe pas par là, si les initiés venaient pas d'abord dans la matière, on sera obligé de subir des contacts télépathiques astraux, on sera fait à là. Quand vous retournez chez vous, retournez avec aucune idée, toujours pas croire. Même pas moi, câlisse. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là qu'on est obligé de croire ce qu'on dit? Je vais vous dire, parce que vous pensez. Puis quand vous pensez, vous réfléchissez. Puis quand vous réfléchissez, vous mettez de la valeur sur ce que vous réfléchissez. Puis en mettant de la valeur, vous consolidez votre ego. Puis en consolidant votre ego, vous mettez dans l'art. Puis quand vous mettez dans l'art, vous mettez les autres. Comme ça que ça marche. C'est simple. La progression de l'inconscience. C'est traduit au bout. Ouais. Okay. C'est dérangeant de l'entendre sacré comme un charretier. Ouais. Quand il parle de choses qui sont sacrées, c'est pas nécessaire de sacrer par-dessus ça. Ça dénote une espèce de démon qui veut se servir des mots-clés. Quand il sacre contre les religions, on est dans une période où, justement, les religions sont en train d'être jetées dehors. Mais les religions, c'est celles-là qui ont civilisé l'humanité. Ouais. Et les religions ont entraîné les gens dans des rituels, ont entraîné les gens, mais plus les religions ont avancé, plus les religions sont de moins en moins, j'allais dire, diaboliques dans le sens de faire des sacrifices humains pour que les dieux soient satisfaits, puis tout ça. On est sorti de ce barbarisme-là des religions primitives. Ouais. Pour en arriver à quelque chose d'une théologie, une étude de Dieu, de la théologie, et saint Thomas d'Aquin et d'autres, on est encore enrichi de ces informations-là. Teilhard de Chardin,
quand tu vas voir les grands mystiques aussi qui ont fait des informations qui sont complètement pas du supramental. C'est pas la tête qui dirige, c'est comme un robot. Le supramental, c'est la supraprogrammation. C'est sûr que quand on est programmé, ben, on réagit tout le temps. Quand on pense, comme il dit, c'est pas toi qui penses, ça pense en toi parce que tu réfléchis. Et si tu réfléchis, t'es pas la source de la lumière. La Lune réfléchit le Soleil. Hein, c'est la lumière du Soleil qui frappe la Lune, qui est réfléchie vers la Terre. C'est sûr que c'est en allant dans la source. Et c'est ça qu'il faut trouver. Quand le Christ disait, je suis la voie, la vérité, la vie, et je suis la lumière qui vient au monde, c'était vraiment dans une autre démarche totalement différente. C'était pas pour être supramental, c'était la voie du cœur. C'était la voie du cœur. Et je sais pas si toi, tu as une réflexion, mais j'aimerais entendre de ta part, qu'est-ce que tu penserais, toi, de l'idée de la voie du cœur par rapport à la voie du mental ou supramental? Est-ce que tu les deux sont là-dedans, là? Les deux sont importants. Je pense que quand le Nazarien est descendu il y a 2000 ans, il est venu justement pour apporter le message de l'amour sur la terre qui ne pouvait pas être compris par l'humanité, bien sûr, parce que l'humanité était très primitive. Sauf que juste d'envoyer le message, c'est comme envoyer une infusion d'énergie pour qu'un jour, progressivement, on s'en vienne vers un amour cosmique. Mais pour avoir l'amour cosmique, ben il faut connaître l'intelligence, il faut savoir l'intelligence. Puis l'intelligence du cœur, pour moi, les deux vont ensemble de pair, je te dirais. Comment tu définis l'intelligence du cœur? Comment tu peux détecter quelqu'un qui a de l'intelligence du cœur? Pour moi, l'intelligence du cœur, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir l'intelligence de tout. C'est une intelligence multidimensionnelle dans le sens que c'est pas juste une intelligence individuelle, c'est une intelligence qui est à la fois individuelle, à la fois qu'est-ce que ça projette dans la masse, qu'est-ce que ça projette versus la Terre, l'écologie de l'intelligence, si on veut. Pour moi, l'intelligence du cœur, c'est une intelligence qui est multidimensionnelle, qui voit tout. Le cœur représente beaucoup l'amour. Oui. Et l'amour inconditionnel, on dit souvent, c'est bien important d'avoir un amour inconditionnel. C'est-à-dire que t'as pas de jugement, t'aimes parce que t'aimes, ton mari te bat, mais tu l'aimes, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais il va te faire souffrir, puis ça peut tourner mal, puis à un moment donné, il peut perdre les pédales, puis t'égorger, parce qu'on sait que les femmes battues qui se font tuer souvent par leur mari, ça a toujours commencé par des étouffements. Dès qu'un gars commence à t'étouffer, c'est le signe qui est sur la voie d'aller jusqu'au bout, ça serait d'aller te tuer, t'égorger ou te tuer d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut faire attention. L'intelligence du cœur, c'est d'être capable d'aimer de manière raisonnable. Tu sais, on dit l'amour rend fou, l'amour rend aveugle, c'est dangereux. Il faut être capable de maîtriser l'amour comme il faut être capable de maîtriser l'intelligence du cerveau. Trop d'intelligence dans le cerveau, ça peut amener jusqu'à devenir un dictateur. Puis, mais il faut savoir balancer le cœur et la tête, si on veut. Oui. Puis un troisième niveau chez les Chinois, c'est les tripes. Les tripes, ça contient beaucoup d'affaires. Tu sais, quand on dit... comment est-ce qu'on dit ça? Il faut que tu sois capable de t'équilibrer les trois tantiènes. Hein? En Chine, ils appellent comme ça les tantiènes. Et à partir de celui de la tête, c'est la raison. Le cœur, c'est l'émotion. Et en bas, c'est l'instinct. C'est-à-dire ce qui a fait marcher le supramental de l'instinct, c'est Adolf Hitler. Okay. Il fait marcher le monde sur le nationalisme. On est la race des élus, on est la race supérieure. C'est la partie sexuelle, hein, justement. C'est là qu'on procrée des enfants, puis qu'on met au monde de nouvelles ou une race qui passe par là. Alors, c'est les trois niveaux. Et dans la partie d'en bas, l'instinct, si les gens sont prêts à tuer, il y a une partie de hockey, puis ils gagnent ou ils perdent la Coupe Stanley, puis ils mettent à feu à toute la rue Sainte-Catherine, comme c'est arrivé dans le temps.
On voit bien que c'était du plus bas niveau. Les gens étaient entraînés par du pain et des jeux, là, puis c'était... et puis quand il y a des guerres comme en Ukraine ou partout dans les guerres... Il n'y a pas de centricité en bas, du bas. C'est ça, c'est ça. Ça prend toujours un équilibre dans les 3 niveaux. Là. Exactement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je saute sur un autre moment de l'émission de la semaine dernière où on a présenté ça ici. L'anacyclose. L'anacyclose, c'est ce qui tourne. Là. On voit le cercle qui tourne autour. Bon, alors, c'est Polybe, c'est un Romain qui avait un grand penseur, un philosophe, qui avait découvert que les sociétés, puis on n'est pas maintenant, là, on est il y a 2000 ans, là, et même plus. Ça commence par un roi qui est dans la monarchie, qui est un peu comme un dieu fait homme. Alors, on lui donne plein pouvoir, le monarque, parce que là, on a fait le tour. Là, on est rendu à l'ochlocratie, puis après ça, on va retomber dans la monarchie. C'est pour ça que je vais l'expliquer rapidement. Puis si tu as des commentaires, gêne-toi pas. Parfait. Alors, la monarchie, c'est le roi. Arrive la tyrannie, un roi qui devient tellement fort, tellement puissant, il se rend compte qu'il se prend... Puis tous ses désirs de ses 3 tantièmes, justement, là, il va être déréglé complètement parce que là, ça lui monte à la tête, puis les instincts qu'il a, puis n'importe quoi, il peut devenir un barbare, il va devenir un tyran. Alors là, il faut le débarquer. Comment débarquer un tyran? Ben, c'est les aristocrates, ceux qui étaient dans la cour proche du roi, qui connaissaient les modus operandi de la cour. Ça prend un ministre de la guerre, ça prend un ministre de l'agriculture, ça prend un ministre des bâtiments, etc. Alors tout ça était géré de manière intelligente, mais sous l'égide d'un roi, comme la reine d'Angleterre qui était là depuis longtemps. Il y avait un autre parlement en arrière d'elle qui était plus bas, mais elle donnait toujours son consentement ou son accord. C'est la même chose en Norvège, et là où il y a des monarchies. Alors l'aristocratie débarque le tyran, même si c'est arrivé souvent chez les empereurs romains, c'était carrément des proches du Parlement, du gouvernement, proches du monarque, du roi, qui allaient tuer le roi lui-même. Il s'attend avec des couteaux, tout le monde le plantait, et il mourait. Alors le tyran était éliminé, on ne disait pas on en nomme un autre, il en nommait souvent un autre, le fils, ou quelqu'un d'autre qui était méritoire. Même à un moment donné, ça peut être aussi, on évolue, on s'en va avec une aristocratie qui dirige le peuple. L'aristocratie qui dirige le peuple, c'est des gens bien. C'est des gens qui veulent le bien de l'humanité, de leur peuple en tout cas. Et les aristocrates, c'est un peu ce qui est arrivé avec la Russie. Tu avais un monarque, le tsar de Russie, Nicolas. Nicolas se fait tuer parce qu'on disait qu'il était... il s'occupait plus de sa vie à lui, de la vie de ses proches, de la cour, de la couronne et de la royauté. Toutes les royautés d'Europe, c'était trop. Il s'occupait d'eux autres avant de s'occuper du peuple. Ben, le peuple, il était obligé, le roi, de devenir tyran pour avoir le contrôle d'un peuple qui acceptait plus les dictates qui arrivaient du monarque. Alors, l'aristocratie a pris le pouvoir en Russie, et l'aristocratie, c'était plus un monarque, c'était un aristocrate, des gens bien. Et des gens bien qui, à un moment donné, se rendent compte qu'ils sont des privilégiés. Ils peuvent tirer un peu plus fort sur la couverte, puis il n'y a personne pour leur opposer. Ah ben là, on tire encore un peu plus, puis on tire sur la couverte un peu plus. Puis à un moment donné, ils changent les lois pour que ça fasse leur affaire à eux autres, le petit clic qui est au pouvoir. Puis la petite clique qui est au pouvoir, ben, ça fait penser un petit peu à ce qu'on pourrait appeler l'oligarchie qui est en Russie maintenant. L'oligarchie, c'est tous les pourris qui se tiennent ensemble. Tu sais, le président de la Russie qui s'est fait octroyer le droit de rester plus longtemps et encore plus longtemps. Puis tout autour de lui, le Parlement qui est là, ben oui, on est d'accord, parce qu'ils sont tous dans la maudite gang. Alors, c'est l'oligarchie. Mais à un moment donné, le peuple en a plein de casse. Alors là, c'est la révolution, c'est la guerre civile, on démolit tout le Parlement, on tire sur le gouvernement, et c'est la démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui dirige pour le peuple. N'importe qui du peuple, il n'y aurait plus une petite clique, il n'y aurait plus un monarque, ça va être du monde ordinaire qui monte.
comme Poilievre, d'où ce qui sort, ce gars-là. Ouais. Poilievre peut devenir le premier ministre du pays, le Canada, dans pas longtemps. Ça pourrait très bien arriver, oui. Ben oui. Puis d'ailleurs, il a apparu l'année du lièvre par rapport au signe chinois, là. OK. C'était l'année du lièvre l'année passée. Ah, OK. Quel hasard. Ben oui, quel hasard. Ben oui, puis il s'appelle Poilievre. Bon, ben Poilievre, il est un bel exemple de démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment le gars. Le gars, il a des capacités, mais il se prendra pas pour le roi. Puis il va faire un parlement démocratique. Si les élus sont pas trafiqués, comme aux États-Unis, arrangés, triqués. Mais on le voit aux États-Unis, on en arrive à un moment donné que même la démocratie est manipulée totalement. Ben oui. Les bulletins de vote sont jetés à la poubelle. Il y a un camion qui a été loué pour amener des bulletins de vote. Puis en cours de route, la porte était restée ouverte en arrière. Puis il y a des boîtes de scrutin qui ont tombé dans la rue, le vent a pris dedans. Puis là, ils ont découvert que c'était tous les bulletins de vote d'un comté. Puis c'était tout du même parti. C'était des bulletins qui étaient arrangés. Alors là, la démocratie est devenue de l'oclocratie. Qu'est-ce que c'est le terme de l'oclocratie? Le mot pour comparer à autocratie, c'est du chaos. Oui. Alors, ils sont rendus au chaos. Et quand tu arrives au chaos, ben c'est sûr que c'est pas Richard, idéal dans le monde. Hein? Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est la roue du pouvoir, mais que même malgré le changement, tant que l'ego humain, l'ego en dedans de l'humain, la partie, je te dirais, démoniaque dans l'humain, va être là, il va toujours avoir du pouvoir. Fait que peu importe la roue qui va tourner, c'est là que tu vois que la limite chez l'humain inconscient, dans l'humanité. Oui. C'est-à-dire que avant de créer une humanité, une société humanitaire sur une planète, c'est pas dans l'inconscience que ça doit se passer. Malheureusement, on vit une expérience sur la Terre qui nous montre que le pouvoir, l'argent, le pouvoir, c'est ce qui mène par l'ego des êtres humains. Mais je pense qu'éventuellement, ça prouve le point que chaque humain a sa force intérieure pour détruire son ego, si on veut, c'est sa partie égoïque intérieure. Puis je pense que c'est là le combat de chaque humain. Tu savais que dans les prophéties, on nous annonce que va arriver à un moment donné le grand monarque. Oui. L'histoire du grand monarque, as-tu déjà entendu parler de ça? Ben oui, puis ça, je suis très intéressé. Mais moi, je vous pose la question, Richard, parce que j'ai entendu beaucoup d'émissions par rapport au grand monarque. Beaucoup parlent d'un Québécois, je crois. Bon, alors regarde, je remets l'image, là. Okay. Comme on a parlé d'oclocratie pour finir la roue, parce que on en revient à la monarchie. Et le grand monarque, ça le dit, monarchie, ça va être un roi qui va être reconnu par les royautés d'Europe, parce que les rois de France sont tous enterrés dans une même cathédrale. Il y a les gisants qu'on appelle là, les tombes de ces rois-là. Ils sont tous installés à la même place qui s'appelle la cathédrale Saint-Denis. Okay. Et sur les tombes, bien souvent c'est un tombeau, puis dessus il y a comme une sculpture de ce qu'avait l'air le roi, puis des fois on met la sculpture de sa femme à côté. Les deux gisants, on les appelle comme ça, c'est des sculptures, des statues, au lieu d'être debout, ben c'est des couchés comme s'ils étaient morts, là. Et les gisants, et il en manque un. Il y a une tombe, qui a un espace, qui devrait y avoir une tombe qui est vide. Parce que dans la tradition, c'est sûr qu'il en manque un. Ils sont supposés être 72, puis il y en a 71. OK. Et c'est assez terrible parce que les rois de France, à partir de Clovis et tout ça, étaient adoubés par les forces célestes. Ils étaient aidés de ce que nous autres on appelle Dieu, hein, les dieux ou Dieu. Alors c'était normal qu'il y ait un statut de roi, puisque Dieu était à passer par ces êtres-là humains, mais qui étaient là pour les aider, les inspirer, les guider
pour qu'il aide le peuple à évoluer puis être dans la bonne voie. Quand ils ont construit les cathédrales, on va dire c'était comme de l'esclavage, comme quand ils ont construit les pyramides d'Égypte. Les pharaons passaient pour des dieux. Comme les rois de France étaient considérés comme de droit divin. De droit divin, ça veut dire que quand ils parlaient, là, il fallait les écouter, parce que ce qu'ils avaient l'air de dire, c'était la parole que Dieu voulait entendre. Un peu comme quand le pape il parle, on dit l'infaillibilité du pape. Le pape ne peut pas se tromper, parce que le pape est comme un roi, hein, il est comme un monarque, il est comme un roi, il est sur un trône, et puis il est élu par les cardinaux, un collège d'aristocrates, hein, les aristocrates qui choisissent le monarque. Et le temps qu'il est au pouvoir, quand il s'adresse pas, quand il parle de la pluie et du beau temps, non, mais quand il s'adresse des affaires de la foi. Alors, l'ancien pape avant François, c'était Benoît XVI. Et Benoît XVI, il était justement en charge de la doctrine fondamentale chrétienne. Il était capable de dire, ça c'est oui, ça ne l'est pas, et il est devenu pape. Alors, il était bien placé pour avoir des connexions avec en haut, et il s'est retiré avant la fin de son règne, alors qu'il aurait pu rester encore, mais non, il a dit, je suis trop vieux maintenant, je suis plus capable de prendre toutes les responsabilités de gérer l'Église. Jean-Paul II a tenu bon, lui, jusqu'au dernier souffle. C'est assez incroyable, parce que Jean-Paul II était polonais, et il avait une vocation, il y avait une vénération très particulière pour la Vierge Marie. Et quand il s'est fait tirer en plein cœur par Ali Akka, il le dit tout le temps, il dit, la balle s'en venait vers mon cœur, il ne pouvait pas manquer son coup, il était proche. Et puis, il dit, j'ai vu une main venir faire dévier la balle. Et la balle a dévié à peine, juste assez pour pas que ça le tue dans le cœur. La balle est passée à côté, puis ça aurait manqué quelques millimètres. Il fracturait le cœur aurait éclaté, puis ça aurait été fini. Alors, Jean-Paul II connaissait le troisième secret de Fatima. Et dans un collège, dans une école comme un cégep en Pologne, là, à ce niveau-là, il est allé répondre à un étudiant qui a dit « Oui, mais vous avez une idée de ce qu'est le troisième secret de Fatima? Vous avez une vénération pour la Vierge Marie. » Et là, le pape a osé dire des mots qui sont restés marqués dans l'histoire en disant « Vous savez, qu'est-ce que ça vous donnerait de savoir que de minute en minute, des millions d'êtres humains meurent? Qu'est-ce que ça vous donnerait de savoir que l'Église chrétienne, catholique de Rome va être à feu et à sang? Le pape va s'enfuir sur les cadavres de ses prêtres. C'était vraiment pas une belle explication à donner, mais il avait dit une chose. Puis là, c'est là, tu sais, les gens, on dirait qu'ils prennent tout pour du cash. C'est ça, puis il faut que ça soit ça. Bon. Annonce la pluie, ben, il va pleuvoir. S'il pleut pas, ben, ils sont des pourris, ils sont pas bons. Une minute. Ils préviennent toujours qu'il y a 80% de risque d'averse. Ça veut dire qu'il y a un 20% qui ne pleuvra peut-être pas. Exactement. Là, il parle du 24 février 2023. Oui, mais le 24 février 2022, ça a commencé la Troisième Guerre mondiale avec l'intrusion des Russes en Ukraine, et ça devait exploser l'année du fameux 24 février 2023. Et ça a été arrêté par les forces de toutes les natures, des manifestations d'êtres humains, des mises en garde par des puissances chinoises, américaines, allemandes, anglaises et françaises, vis-à-vis des Russes, pour leur dire, Poutine, comme toi, là, va pas faire un party parce que c'est l'anniversaire de ton intrusion en Ukraine, puis tu vas faire une gaffe, ça va être le déclenchement. Et il faut pas oublier que Jean-Paul II a toujours dit, de son vivant, il faut consacrer la planète Terre à la Vierge Marie. Si c'est fait avant l'an 2000, on va passer à côté du cataclysme nucléaire. Et lui était convaincu de ça. Et toute sa carrière, toute sa vie, il a voulu rester pape. Il était rendu qu'il marchait même plus ses genoux, il était en chaise roulante tout le temps.
il était fini, brûlé complètement. Mais il fallait qu'il toffe. Il voulait dépasser l'an 2000 pour s'assurer que l'humanité va échapper à la Troisième Guerre mondiale. Moi, j'avais un ami personnel du pape qui s'appelle M. Edmond Wawrzyniak. J'ai regardé un documentaire récent sur TV5 qui nous a montré la vie de Karol Wojtyła, le pape Jean-Paul II. Et son grand frère, il s'appelait Edmond. Puis, quand il était jeune, mon Edmond, qui vivait à Montréal, qui était professeur de karaté et tout ça, il était vieux, lui aussi, là. Il était vieux comme Jean-Paul II. Et les deux se rencontraient une fois par mois. Edmond, billet d'avion payé, tout, se rendait à Rome, allait dîner avec Jean-Paul II, son ami d'enfance. Et j'ai vu dans le documentaire de TV5 qu'il recevait des amis une fois par mois, intimes, à sa table, qui étaient des Polonais. Et Edmond me rapportait, qui avait rapporté au pape Jean-Paul II l'existence de l'émission Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Okay. Et quand j'étais rendu sur le câble, j'ai appris qu'il l'avait au moins vu. Il m'avait vu, puis il avait vu l'émission. Il savait ce que c'était notre affaire. OK. Oui. Le fameux Jean-Paul II. Alors, c'est pour te dire, le grand monarque, oui, après l'ochlocratie, comme on le voit sur l'image, la roue qui tourne, ça va être, après l'ochlocratie, la monarchie. On revient à la monarchie. Et ça va être un être humain choisi et adoubé par les forces célestes. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle des extraterrestres, mais qu'autrefois ils appelaient des dieux ou des anges, ces êtres-là observent l'évolution de notre humanité terrestre. Et ils veulent qu'on soit bon, qu'on soit beau, bon, bien sur la planète Terre. Et tout ça va nous amener un monarque. Un monarque qui va être à la fine pointe. Il va être un être humain qui attend, il va représenter l'humanité. C'est des choses incroyables qui se préparent. Et je disais aux gens dans mes conférences dans le temps au Cégep de Maisonneuve, soyez prêts parce qu'un jour, si vous êtes branchés sur CNN, vous allez tout voir en direct. Pourquoi pas? Ah, c'est sûr. Mais j'ai une question pour l'idée du grand monarque. Là, quand tu m'as dit, t'as entendu dire qu'il viendrait du Québec? Ben, de ce que j'entends, oui. J'ai une question parallèle à ça, mais en gros, ce que je crois que j'avais entendu parler, c'est que ce serait une personne venant du Québec ou d'un pays francophone dans l'Ouest. Bon. Normalement, ce qui était dans les plans, c'est qu'au départ, le pape s'enfuirait sur les cadavres de ses prêtres. Est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que ça a été épargné? Est-ce que ça faisait partie des conflits de guerre mondiale, nucléaire, etc., de la fin des temps? Ou est-ce qu'on vient d'éviter le pire? Le pire. On doit peut-être éviter le pire. Okay. Il faut tenir bon parce que il y a les forces du mal qui veulent absolument servir l'être humain et jusqu'au bout. Et là, on en parlera tantôt, mais de l'intelligence artificielle. Mais le pape s'enfuyait sur les cadavres de ses prêtres pour s'en aller vers l'ouest. Et vers l'ouest avec l'Europe, c'est l'Amérique du Nord. Oui. Et plus précisément, le Québec. Et il existe à Montréal la cathédrale Marie-Reine du Monde qui est sur la rue René-Lévesque. Oui. Qui est exactement la copie conforme de Saint-Pierre de Rome. OK. Oui. Ça en dit beaucoup. Ça t'en dit beaucoup, hein? Oui. Bon. Alors, il va y avoir une alliance entre le grand monarque, qui va être un homme civil, pas religieux, et le pape, qui va être un pape aux pieds nus, comme on dit, qui va marcher sans apparat ni rien. Et t'as-tu une vision par rapport à ça, par rapport à qui serait le personnage qui pourrait être élu le grand monarque? Bon, celui qui sera le grand monarque, d'abord, il ne le sait pas lui-même. Personne ne peut le savoir qui il est. Parce que les forces du mal, si toi, mettons, tu connaîtrais le grand monarque, là, puis tu saurais c'est lui, puis tu as eu des preuves, tu aurais vu des signes dans le ciel, tu aurais eu des avertissements,
tu seras un être humain qui, quand tu dors la nuit, à un moment donné, les forces du mal viennent puis viennent te chercher l'information dans ta tête. Ouais. Non, Alors, pour la protection du grand monarque, personne ne sait qui il est et lui-même ne le sait pas. OK. Quand ça va être le temps, ça va être le temps. Quand c'est pas le temps, c'est pas le temps, mais quand c'est le temps, c'est le temps. Quand ça va être le temps, OK. Ah oui, hein? Bon. Ouais, je comprends ce que tu faisais. Et il y a des gens bien inspirés qui ont des intuitions ou qui sont préparés. Mais ils savent toujours pas qui. Ils savent pas. Puis on ne sait pas si on va l'avoir de la manière qu'on l'a entendu dans des prophéties, puisque les prophéties sont toujours si. C'est pas c'est ça. C'est si. Oui. Exact. Alors, on se dit. C'est des probabilités. Oui, mais dans les cycles, l'humanité comme elle est, puis qu'elle ne change pas, on va revenir de l'ochlocratie qui se trouve être ce qu'on appelle là, le chaos, puis on va arriver au retour à la monarchie, c'est-à-dire quelqu'un qui va être loi et l'ordre. Okay. On va l'écouter, on va le respecter, puis il va diriger l'humanité comme un chef d'orchestre qui connaît la partition, parce que la partition va lui être transmise par les forces célestes. Ils vont dire, à partir de maintenant, l'être humain n'est plus dans l'ignorance. On a accès à toutes les connaissances actuellement. Puis on le disait, nous autres, dans mes émissions, j'avais une époque où je préparais les gens en leur disant, c'est comme une spirale qui s'approchait du centre. Et les distances entre une spirale, tu peux faire une spirale, puis à tous les quarts de spirale, ça rapproche de plus en plus proche du centre. Oui. Et là, tu te rends compte que si ça prend beaucoup d'années pour faire un grand bouche à l'extérieur, plus tu te rapproches du centre, moins ça prend de temps, puis rendu à la fin, on finit au milieu de la spirale à quelle année? Ça se referme. 2025. Oui, monsieur. OK. Puis ça a été fait dans mes conférences, on le faisait dans les années 1980, 82, 83. Quand je leur parlais du grand conflit qui va se déclencher, déjà dans les années 80, 81, 82, je parlais de 2023. Ça était loin, là. C'est un peu comme si aujourd'hui je parlerais de 2047, 2053. Mais c'est une probabilité. Ben, tu te dis, écoute, on a le temps de vivre avant d'arriver là. Oui, mais quand on est rendu là, par exemple, on s'aperçoit que ça a chauffé, puis ils ont essayé, puis ils vont essayer encore. Mais Richard, c'est drôle que tu dis ça, parce que moi aussi, fortement en moi, 2025 va être une date importante aussi. D'où tu tiens ça, toi? Ouais, hein? Dis-nous ton côté merveilleux intérieur que tu connais ou que tu sais ou que tu as vécu. Moi, j'ai été bien informé à ton sujet. Ça m'a dit, oui, avec toi, je peux m'ouvrir, faire ce que j'ai jamais fait, m'installer avec un spectateur qui me connaît à peu près pas, mais qui me connaît un peu, mais qui a une intelligence, puis un équilibre, puis c'est formidable. Moi, je suis content de t'avoir, Guillaume. Merci. Écoute, moi, ce que je vois en 2025, c'est justement un basculement. J'ai l'impression que ça va être un point de bascule entre le chaos versus la renaissance de la lumière et justement l'avenue progressif d'un grand monarque, comme tu parlais. Ouais. Mais que ça allait être un point de bascule. Je vois plus ça comme un point de bascule 2025 au niveau du monde. Le danger, ce serait que ce point de bascule qui nous amène un grand monarque soit un grand monarque d'intelligence artificielle. Que ce soit quelqu'un qui a la réponse à tout, qui peut répondre à n'importe quelle question et qui peut imposer, mais d'une manière diplomatique, la façon d'agir, de réagir dans l'histoire, dans le futur. Et de nous dire, vous devriez faire ça, faites-le. Puis là, il y a des gens qui vont dire, c'est ça, on va le faire. Puis on ne saura pas qui est le grand monarque parce que ça va être une intelligence artificielle. Ça va être comme un robot. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est rendue très, très avancée. Hein. L'antéchrist, on peut parler, si on veut. Bon, ça, j'aime vraiment beaucoup mieux ça. C'est-à-dire l'antéchrist ou l'antichrist. L'antichrist, oui. Oui, c'est ça, parce que l'antichrist, c'est celui qui va être
D'ailleurs, toutes les traditions l'annoncent qu'il va y avoir un singe de Dieu. Un singe de Dieu, c'est pas très méchant, oui, mais ça singe, ça fait des singeries. Ça veut absolument faire semblant d'être, de faire comme, de singer. T'sais, on dit, tu fais ça comme ça, un singe, tu vas voir le singe, il va faire la même chose. Il va vouloir faire les mêmes choses. Tu lui fais un grand sourire avec des babines, il va se faire un grand sourire avec des babines. Exactement, oui. Oui, des singes sont comme ça. Et là, ce singe de Dieu va utiliser toutes les capacités spirituelles de l'être humain en nous piégeant dans des objets matériels qui vont donner le même rendement. Le téléphone cellulaire, c'est de remplacer la télépathie des êtres humains qui sont en amour, en connexion, ce qu'on appelle en physique quantique l'intrication. Ils savent, la mère qui a l'intuition que son fils a un problème à l'école, là. Il y a quelque chose, là. Et mon Dieu, j'ai pas hâte de le voir rentrer de l'école. Bon, il arrive de l'école, puis il est déjà en larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, encore, c'est un tel qui m'a encore donné des coups, puis je suis tanné, puis je veux plus y aller à l'école. Je suis tanné. Hey, attends une minute, là. On va en parler avec ton professeur. Non, fais pas d'histoire avec ça. Oui. C'est assez. Je l'ai senti que t'es pas bien quand tu vas à l'école parce qu'il y a quelqu'un qui te harcèle, Fait que, tu sais, c'est de la télépathie. C'est quand il est pas là, elle le ressent. À distance. Non. Prends un cellulaire, puis quand tu auras quelque chose, enregistre-les, filme-les pendant qu'il va te faire des coups, ou quand il va te parler, ou quand il va te menacer, puis téléphone-moi avec ton cellulaire. Il y a des ça enlève toute la magie. Comment? Ça enlève toute la magie mentale. Ça t'enlève toute l'intelligence, ça enlève tout le côté énergétique de l'être humain, en réalité. Son pouvoir, son attraction, sa puissance, en fait. Oui. Dans un sens, c'est ça. L'enfant va apprendre à toujours être avec une bébelle, au lieu de... La mère peut lui dire, écoute, j'ai senti que tu filais pas aujourd'hui, il y avait quelque chose ça allait pas à l'école. Puis d'autres fois, elle peut aussi dire que ça va bien. Hey, je pense que là, ça va bien à l'école. Hein, t'as de l'air bien. T'es heureux quand t'es à l'école. Puis là, il va le faire sentir, oui. Ouais. Ben, le problème, c'est, Richard, de l'intelligence artificielle, moi, je peux te dire, le gros problème, c'est l'inconscience de l'humain. Ben, je parle vraiment de l'inconscience multidimensionnelle. Parce que l'être humain, malheureusement, n'a pas conscience de ce qu'il fait. Il produit, il crée selon matériellement, bien sûr. Oui. Pour vouloir progresser. Mais encore là, vouloir progresser matériellement, ça ne veut pas dire nécessairement progresser dans son mental à lui, là, dans son intérieur à lui. C'est évoluer. Dans la matière, on progresse. Dans l'esprit, on évolue. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Richard. Merci de m'avoir fait confiance. Puis j'ai bien aimé l'expérience. Et c'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Exactement. Oui, parce que t'es honnête, t'es propre, t'as pas d'ego, t'essayes pas de tirer la couverte sur toi, puis non. C'est parfait. Bon, je suis pas là pour moi-même. Oui. Je travaille fort là-dessus. J'ai hâte de lire les commentaires du public. OK. Ben, moi aussi. Oui, ils peuvent écrire ici en bas du vidéo Randia, là. Ça va donner un feedback sur tout ce qu'on a dit. Ben, puis, c'est parfait. je fais juste dire aux gens qu'on vient de faire le vidéo Randia numéro 22 et le numéro 23 la semaine prochaine. Tenez-vous bien. C'est un contacté du Québec qui est très connu en France, en Belgique et en Suisse, francophone, contacté par des extraterrestres ici au Québec. En le 16 juillet 2010. Il se passait des choses au Québec, il s'en passe tout le temps des choses. Et comme il me dit, on n'est jamais prophète en son pays. Fait que ça promet d'être une autre belle rencontre avec un Québécois qui va nous amener sur des horizons presque inattendus, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut s'y faire, ça va devenir une réalité. Merci tout le monde. Je remercie encore une fois notre ami. Hein? Vous l'avez aimé, hein? C'est bon, hein? Fait que un petit bonjour.
Merci à tout le monde. Puis, Ça fait un petit clin d'œil, c'est magique, c'est bon. Oui. Merci à tous ceux qui te suivent, Richard. Puis merci à toi de m'avoir fait confiance. Ah oui, oui, je suis content. Je suis très, très, très content. Fait qu'on se prépare pour une prochaine rencontre. C'est parfait. Merci. Merci. Et pour nos abonnés au club créé, à l'adresse orandia.ca, il y a bien sûr des vidéos qui sont en prévision et d'autres qui sont déjà disponibles pour le mois de mars, pour le mois d'avril 2024. On voit les contenus. À chaque mois, il y a au minimum une vidéo déjà de disponible. Et au mois de mai aussi. Alors voilà, c'est ce qui termine notre présentation pour le club créé, car nos gens sont patients puisque j'ai été débordé dans le travail de printemps et aussi à d'autres niveaux. Alors merci et je vous invite à regarder comme à l'habitude les compléments surprenants de notre ami Gilles Surprenant qui est toujours au repos mais qui est à l'avenir bientôt à revenir. De toute façon, il me donne des liens, des suggestions à vous proposer à chaque semaine. Alors, c'est à l'adresse orandia.com dans le forum Orandia. Et c'est très sécuritaire, il n'y a aucun danger. Merci d'être abonné au Club Créé et au plaisir de lire vos commentaires. Un pouce par en haut, toujours apprécié de la part de toute notre équipe. Voici maintenant le moment de vous présenter nos suggestions. Évidemment, ce serait de regarder le vidéo numéro 21 de la semaine dernière, si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, surtout en rapport avec le grand monarque dont on vient de parler, des rencontres table ronde qui ont été faites dans les années 80-90 avec des invités mémorables. Alors bonne écoute et au plaisir de vous lire. Bonne semaine.